Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se poser la question, faut-il acheter DxO Photolab 5 ou pas? Alors c'est une vidéo sponsorisée par DxO, non, je déconne, c'est pas du tout sponsorisé. J'aimerais bien qu'ils me donnent des sous, hein, donc si des gens de DxO tombent sur cette vidéo, faites appel à moi, il n'y a pas de souci, hein, je dirai du bien de votre logiciel moyennant en finance. Hein. En trêve de plaisanterie, je vais comme d'hab donner mon avis sincère sur le logiciel. Et je vais vous dire s'il faut ou non passer à la version 5 du logiciel DxO Photolab. Pendant que j'étais en voyage photo au Danemark avec VP23, la nouvelle version, la 5 de DxO Photolab est sortie. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de regarder, j'ai regardé vite fait, etc. Mais là, je l'ai acheté moi il y a quelques jours pour pouvoir avoir un avis dessus, pour pouvoir m'en servir pour mes propres cours photo post-traitement que je fais avec VP23 et pouvoir découvrir les nouvelles fonctionnalités du logiciel qui m'intéressaient. À qui s'adresse le logiciel DxO Photolab 5 ou DxO Photolab d'une manière générale? Je dirais à tous les photographes qui veulent post-traiter leurs photos, du débutant au pro. Moi j'utilise DxO Photolab depuis la version 1 ou 2, je sais plus, je crois que la 1, donc voilà, je suis passé à la 2, à la 3, à la 4 et maintenant à la 5. Et il y a de fortes chances que je passe à la 6, s'il continue sur ce rythme-là. C'est un logiciel qui est pour moi plus intéressant que Lightroom. Voilà, j'ai fait 2-3 ans sur Lightroom par défaut, parce que j'avais pas d'autre logiciel, donc j'étais passé là-dessus parce que tout le monde avait Lightroom, donc je me suis dit que c'était le meilleur logiciel, donc voilà. Mais j'ai vraiment jamais accroché avec ce logiciel. Il est complexe pour pas grand-chose parfois. Sur certains trucs, il est bien, hein, voilà, c'est pas un mauvais logiciel, mais ça n'a jamais été mon outil de travail. J'ai jamais kiffé de l'utiliser. Quand j'ai découvert DxO, ça faisait longtemps que je voulais tenter de passer sur notre logiciel, mais c'est long, c'est chiant, faut reprendre nos marques. Voilà, j'ai repoussé l'échéance, mais il y a un moment j'en avais marre de Lightroom et j'ai vraiment envie de tester, voir ce que valait DxO Photolab. Et quand je suis passé dessus, c'était presque une révélation, hein, clairement. J'avais trouvé mon outil de post-traitement, mon outil fétiche, celui qui allait me permettre d'être plus rapide, plus efficace et de faire des choses avec un meilleur rendu, et enfin quelque chose qui me correspond plus. Je laisse à chacun l'occasion de se faire une idée sur le logiciel, mais moi, voilà, il y a Lightroom là, il y a DxO ici, voilà, clairement. Pour moi, c'est vraiment le meilleur logiciel, voilà. Donc je les connais pas tous, j'en ai utilisé plusieurs, j'en ai testé vite fait plusieurs, mais c'est celui-là qui est vraiment au-dessus pour moi, et sur bien des points. Pour les personnes qui débutent, passer sur un logiciel pour traiter ses RAW ou même ses JPEG, c'est jamais simple. Voilà, je me rappelle à l'époque la galère que ça a été pour moi, bon, il y a plus de 10 ans maintenant, hein, mais bon, c'était compliqué, je trouvais pas d'infos. Et une fois sur le logiciel, il faut réussir à se dépatouiller tout ça, c'est pas simple, c'est vraiment, ça peut être lourd et chiant. DxO, je trouve qu'il est vraiment adapté pour les débutants, pour ceux qui veulent commencer à post-traiter sans se prendre la tête, sans avoir des milliards d'outils. Voilà, c'est un logiciel qui peut être très simple, qui a une super ergonomie. C'est beaucoup moins une usine à gaz que Lightroom, et de loin. Donc voilà, moi je fais un cours photo post-traitement que je propose en visio. On le fait en direct et pendant 3 heures. Et en 3 heures, des personnes qui n'ont jamais utilisé un logiciel de post-traitement sont capables d'utiliser DxO. Alors bien sûr, ils ne font pas des trucs toujours professionnels ou des trucs très poussés, mais moi-même je ne fais pas non plus des trucs hyper poussés avec le logiciel, parce que c'est pas mon truc. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de faire la photo sur le terrain et de passer le moins de temps possible en post-traitement. Donc pour ce qui est des nouveautés de la version 5 de DxO, il y en a plusieurs. Donc on a déjà un contrôle des viewpoints qui est un peu plus sensible et un peu plus réglable encore. Voilà. Personnellement, je ne sais pas si ça va tant que ça me servir, mais je trouve que l'idée est intéressante. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les viewpoints, continuez de regarder la vidéo parce que je vais après vous montrer avec le logiciel à quoi ça ressemble. Seconde nouveauté, c'est la gestion des métadonnées depuis la photothèque, ou depuis même l'espace où on post-traite les photos. Ça c'est plutôt pas mal. Alors j'en ai pas forcément une grande utilité, mais c'est plutôt bien. De pouvoir rajouter les champs IPTC sur les images. Voilà, j'en ai plus trop l'utilité aujourd'hui parce que j'en vois plus de photos en agence photo, voilà, sur des serveurs où on a besoin de mettre tous les mots-clés pour que les journalistes ou des gens retrouvent les photos. Mais ça peut vraiment servir. Voilà, je trouve que ça c'est un outil vraiment très intéressant, et en tout cas pour les professionnels ou pour les gens qui veulent vraiment détailler le contenu de leur photo dans le fichier photo, c'est plutôt quelque chose de super. Dans cette version 5, on peut aussi rajouter des mots-clés sur les photos, donc ce qui permet de les retrouver plus facilement. À titre personnel, je pense que je ne vais pas l'utiliser, voilà, parce que j'ai pas forcément besoin de ça pour retrouver mes photos et tout, mais bon, je pense que ça a une vraie utilité et ça sera quelque chose qui va plaire à beaucoup de monde.
On a la fonctionnalité D-Prime qui devient de plus rapide. Voilà. Donc D-Prime, c'est le débruitage qui était déjà excellent sur DxO Photolab 4 et qu'il est encore plus sur la version 5 et en plus c'est plus rapide. Donc ça, c'est vraiment génial. Il faut savoir que DxO, c'est le meilleur logiciel pour débruiter. Ça, je pense que l'avis est unanime là-dessus. Moi, j'ai encore plein de photos qui sont post-traitées avec Lightroom, voilà, des anciennes photos. Toutes ces photos, quand je dois faire une exposition, un tirage d'art, une vente ou je ne sais quoi, je les repasse par DxO et quand il y a du bruit sur la photo, il n'y a vraiment pas photo entre ce que je faisais avec Lightroom et ce que je fais avec DxO. Voilà. Et je pense que même les dernières versions de Lightroom ne sont vraiment pas au niveau de ce que peut faire DxO. Et dernière nouveauté, et pas des moindres, DxO commence à s'ouvrir à Fujifilm. Donc eux ont un système particulier pour leurs fichiers, qui en gros je pense faisait vraiment chier DxO, mais voilà, il y a pas mal de monde qui passe sur Fujifilm, ça a un peu le vent en poupe, donc du coup, ben, en version bêta pour l'instant, en tout cas, on peut traiter maintenant des fichiers de chez Fujifilm sur DxO, donc ce qui va plaire à plein de gens qui ont Fujifilm. Donc ben, maintenant, je vous propose de vous faire un petit tour du logiciel pour vous montrer un peu les fonctionnalités rapidement, hein, parce que je ne veux pas faire une vidéo qui dure 2 heures. J'en ferai une plus détaillée si ben, vous me le demandez dans les commentaires et que vous êtes nombreux et nombreuses. Donc voilà, donc DxO hein, se présente avec deux principaux onglets, l'onglet Photothèque, l'onglet personnalisé. Photothèque, c'est pour aller chercher ses photos, en gros. Éventuellement rentrer les champs IPTC, les mots-clés, ou voilà, ou des choses comme ça. Ça sert pas à grand chose, mais c'est voilà, c'est le passage obligé. Et personnalisé, c'est vraiment un onglet où on va travailler sur les photos, où on va faire tout le post-traitement. Donc du coup, on va prendre des photos exemples que j'ai pas encore post-traitées, donc voilà, donc c'est mes photos du Danemark. Donc ça c'est parmi les premières photos, le premier jour où je suis arrivé, hein, voilà. Donc j'ai eu le droit à un beau coucher de soleil, donc c'était assez cool. Donc on va prendre cette photo et on va la post-traiter. Donc voilà, je suis juste allé la chercher dans mon arborescence, Copenhague, jour 1, 2, 3, etc. Jour 1, l'héros, etc. Boum, de suite ça me donne les photos. Voilà, on va juste la chercher dans l'arborescence, et à partir de ce moment-là, la photo s'affiche ici, et c'est bon. Voilà, il n'y a rien de spécial à faire. Donc là, du coup, on va passer directement dans personnaliser. Donc là, on a la photo qui s'affiche, hop. Donc là, elle apparaît un peu sombre. Donc on a l'histogramme ici, plus la lumière. Voilà, on peut éventuellement montrer les zones sombres, les zones trop claires. Bon, il n'y en a pas des deux côtés, donc voilà, c'est nickel. Donc là, on voit que la photo est un peu sombre, mais ça, justement, on va le gérer en post-traitement. Moi, sur place, je voulais vraiment faire ressortir les couleurs et les capter, en tout cas, pour montrer ce qui était beau sur la photo. Donc du coup, voilà, je vais pas ajouter de mots-clés et tout sur cette photo. Ça, je verrai si un jour je m'en sers ou pas. Faut que j'y réfléchisse parce que ça peut être pertinent. Mais pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin. Je vais cliquer juste sur le favori ici. Comme ça, j'ai que mes outils favoris à chaque fois sur DxO. Voilà. Que ceux que j'utilise ou que je peux potentiellement utiliser. Donc voilà, on voit que j'épure pas mal le logiciel. Donc ça, c'est une option qui existe depuis DxO Photolab 4 et qui est juste géniale. Parce que sinon, on voit que le logiciel est quand même assez puissant. Il y a plein d'outils. Et moi, je ne me sers pas de tout, donc je ne mets que ceux dont je me sers. Ça me fait un logiciel qui est beaucoup plus simple et clair à utiliser. Là, je vais utiliser la tonalité sélective. Ça, c'est le premier truc que j'utilise en général. Donc voilà, je vais révéler un peu les ombres. Bon, on peut utiliser soit le curseur, soit le clavier. Moi, c'est vrai que j'aime bien mettre des contrôles, donc je suis un peu toqué là-dessus. Voilà, je vais révéler un peu la lumière de la photo. DxO Clearview Plus, donc ça c'est un outil qui existe depuis très longtemps et qui est dans la version élite du logiciel seulement. Très utile, je ne l'utilise pas tout le temps mais c'est très utile parce que ça vient mettre un peps et ça vient booster les photos correctement. De toute façon je vais vous montrer, là je vais mettre plus 10. Voilà, je vais décocher, cocher. Vous voyez, ça densifie le ciel, c'est plutôt pas mal. Alors je vais mettre plus pour que vous voyez un peu plus la différence. Et vous voyez ce que le logiciel fait? Il vient vraiment mettre de la densité, du peps, il booste la photo quoi. Et ça, j'adore. Alors je l'utilise voilà, avec parcimonie, je monte pas le curseur à 100 clairement parce que sinon ça fait un espèce de vieux HDR dégueu. Alors que là ça va, c'est pas le pire. Des fois ça fait pire que ça. Non, là je vais mettre peut-être plus 20. C'est pas mal. Voilà. On peut regarder le avant-après avec comparer aussi, hein, bien sûr. On peut comparer côte à côte. Bon, moi je préfère comparer, voilà, comme ça. Avant, après, et voir ce que ça donne. Ok. L'exposition générale, je le retouche en dernier en général. Général, ça fait plein de général.
parce que là on va modifier toute la photo, donc je préfère la modifier quand c'est finalisé pour aller vers quelque chose d'un peu plus clair ou un peu plus sombre. Mais sinon je préfère gérer mon exposition qu'avec ça. Donc là, j'ai rajouté un peu de vibrance, un peu de couleur, hein. On a des maisons de couleurs, des bateaux, de la couleur partout, on a un coucher de soleil coloré, un ciel qui est coloré. Bon, mais ça fait pas de mal de rajouter un peu plus. Voilà. Je vais mettre juste voilà, plus 20. Voilà, on peut mesurer le avant-après. Bon, il n'y a pas une grosse différence, mais ça rend ici un peu plus orange. Voilà. Ça apporte un tout petit plus qui me plaît bien. Voilà. Faut pas aller trop loin, encore une fois, hein. Je vais pas mettre voilà, plus 100, parce que là on arrive sur des couleurs qui ont rien à voir avec la réalité. Voilà, plus 20, voire plus 30, je pense qu'on est encore dans la réalité. Je peux rendre la teinte un peu plus chaude, voilà, faire quelque chose de manuel, pourquoi pas. Donc quelque chose de plus froid, enfin peut-être pas trop non plus, faut pas déconner. Mais un peu plus chaud, pourquoi pas. Alors je vais revenir sur original, je vais aller dans les 8000. Ouais, parce que c'était assez chaud, c'est un coucher de soleil. Ouais, on n'est pas très différent de la photo de base, hein, qui était sombre, exprès pour garder toutes les infos dans les hautes lumières, etc. Donc je préfère travailler comme ça personnellement, même si c'est pas forcément conseillé. Mais là, à ce moment-là, je peux me permettre de retoucher l'exposition générale, donc je vais encore illuminer un peu plus la photo. Voilà, peut-être pas trop, mais... Après, c'est vrai que là, les maisons restent un peu sombres. Je n'ai peut-être pas pris la meilleure photo de la série, hein, j'ai pris la première. On va faire ça. Je vais enlever les ombres. Et je vais plutôt foncer l'ensemble. Ouais, là, ça me plaît bien. Bon, après, là, pour le besoin de la vidéo, je ne suis pas sur mon écran calibré. Donc, je sais que cet écran a tendance à afficher quelque chose de plus clair que ce que ça est dans la réalité ou avec un écran calibré, celui que j'ai juste à côté, qu'on voit pas là. Voilà, je fais de l'à peu près parce que j'ai un écran qui est à peu près. Et voilà, enfin, moi, pour la partie exposition, bah, ça me plaît. On va passer à la partie D-Prime. Voilà. Donc, du coup, là, on a une petite fenêtre. Donc, comme là, version 4, hein. Donc de toute façon, l'architecture du logiciel, hein, version 4, version 5, il n'y a rien qu'à changer. On prend l'outil Loop, on va se mettre à un endroit où on pense à voir le bruit numérique, et puis après, il n'y a plus qu'à cliquer sur D-Prime. Voilà. Et c'est vrai que l'outil est plus rapide qu'avant. C'est toujours mieux, hein. De toute façon, voilà. Si on peut avoir quelque chose de plus rapide qui fonctionne aussi bien, autant que ce soit plus rapide. Marquant sur cette photo, on regardera ça sur un autre exemple, mais voilà, ça enlève vraiment bien le bruit numérique et ça marche bien, quoi. Donc là, je sais pas si on le voit. Ouais, ça va pas être probant, je pense, sur la vidéo, mais bon, quand on regarde, on a quand même beaucoup de bruit numérique en moins. Alors pourquoi j'ai dit bruit numérique là? Parce que c'est une pause longue et parce que j'ai rendu cette photo plus claire qu'elle ne l'était. Et forcément, plus on débouche les ombres, plus on éclaire quelque chose qui était sombre, et plus on révèle du bruit numérique. Voilà, plus on dégrade la photo. Donc du coup, cet outil vient remettre les choses dans l'ordre. Voilà, je vais utiliser l'outil perspective en automatique. On va voir ce qu'il me propose pour me redresser les maisons. Bon, là c'est pas ouf. Alors on va utiliser les parallèles. Hop, j'aime bien faire ça. On va se mettre ici. On va se mettre sur le côté. On va se mettre dans le même angle que le défaut. Hop, et ici on va faire pareil. Voilà, à peu près. Hein. Voilà, là c'est déjà mieux. Donc la proposition est un peu mieux. Donc forcément on perd. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours cadrer un peu plus large. Voilà. Je vais ici, je vais regarder les réglages locaux. Bon, là j'en ai pas forcément besoin sur cette photo, mais bon, voilà, ça pourrait. Donc dans les nouveautés, donc le point de contrôle, tout ça on l'avait. Là, la nouveauté, c'est la ligne de contrôle. Le point de contrôle, voilà, ça n'a pas changé. On vient sur une zone, par exemple, je sais pas, sur cette fenêtre. Voilà, on vient sur la fenêtre pile, etc. On va venir ajuster, par exemple, l'exposition juste sur cette zone, voilà. Donc on peut jouer sur le contraste, sur la couleur, la température de couleur, enfin, etc. Et la seule différence, c'est que maintenant, dans la sélectivité du masque, voilà, on peut l'augmenter ou le baisser. Donc chroma, c'est pour la couleur, luma, c'est pour la lumière. Voilà. On peut venir modifier ça. Voilà. Et modifier son opacité aussi. Donc on peut venir faire des réglages encore plus fins. Bon, franchement, personnellement, je ne suis pas sûr que ça va me changer grand-chose, parce que je pense qu'on peut aussi gérer ça depuis ici. Mais bon, après, je ne sais pas si ça aura forcément un intérêt, moi, dans mon utilisation. Je pense surtout que dans un premier temps, je vais même carrément l'oublier et même pas penser que je peux faire ça. Mais bon, voilà, pour les gens qui aiment bien avoir une maîtrise totale ou différentes façons de faire, je pense que c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, c'est la même chose, hein. Si on fait un filtre gradué par exemple, imaginons je veux rendre le ciel un peu plus dark, voilà, où le contraste est plus, ou changer sa température de couleur, je vais faire, voilà, on va peut-être pas le rendre bleu, allez, on va faire un ciel lumineur, j'allais dire, pour être mauvaise langue. Donc voilà, hop, pareil, hein, on joue sur l'opacité. On va venir ici, on va utiliser le nouveau, la ligne de contrôle. Donc c'est pareil, c'est une sorte de filtre gradué sur lequel on va agir. Donc par exemple, je vais rendre le ciel plus lumineux. Mais en fait, on a une pipette ici qui va nous permettre de choisir la zone sur laquelle on veut se baser pour travailler. Donc par rapport à sa luminosité, sa couleur, etc. Donc j'avoue que je ne comprends pas encore très bien cet outil. Voilà. C'est un peu difficile de vraiment savoir comment il fonctionne. Voilà, j'aurais besoin d'être plus expérimenté là-dessus, mais bon, en tout cas, ça offre une possibilité de plus de contrôle et de faire des choses, donc je pense que ça peut pas être mal. Ça complique pas spécialement le logiciel parce que ça fait juste un truc de plus ici, donc c'est pas forcément gênant. Alors, il faut savoir que moi, j'utilise de toute manière point de contrôle et filtre gradué, ça suffit largement à mon utilisation d'un logiciel de post-traitement. Voilà, les masques auto, les pinceaux, les masques, tous ces trucs-là. Bon, voilà, je sais qu'il y en a qui sont fans, qui adorent ça. Moi, ça me prend la tête et ça m'intéresse pas et j'ai pas besoin de ça pour ce que je fais. Voilà. Alors, c'est peut-être un tort. Bon, je l'assume totalement, mais en tout cas, je l'utilise pas. Donc voilà, d'une manière générale, il n'y a pas énormément de nouveautés cette année avec DxO Photolab 5. Il n'y en avait pas beaucoup l'année dernière non plus, mais les nouveautés, elles étaient un peu plus marquantes, avec notamment l'arrivée de Deep Prime et la nouvelle ergonomie du logiciel qui était vraiment géniale. Voilà. Je l'ai trouvé très pourri, les 15 premiers jours où je l'ai utilisé, je me suis dit mais pourquoi ils ont fait ça DxO? C'était très bien dans la version 3 et tout, et puis en fait, voilà, c'était juste génial, c'est juste moi qui avait du mal à m'y mettre. Là, cette année, le logiciel, ouais, il ne change pas foncièrement, c'est des petits ajustements. Donc, on va en parler après, mais voilà, il n'y a peut-être pas forcément intérêt à acheter cette version cette année. Donc, je vais vous montrer quand même le résultat de Deep Prime avec une photo qui est bruitée. Donc là, on voit cette photo a été prise à 12 000, voilà, ils mettent 12K, mais c'est 12 800 ISO. Ah bah, de toute façon, on le voit quand on passe la souris. Donc voilà, elle paraît claire, lumineuse et tout, mais bon, 12 800 ISO, donc c'était pas si lumineux que ça. Donc bon, je ne vais pas post-traiter la photo, allez, si, je vais découvrir les ombres pour abîmer un peu la photo, augmenter le bruit là qu'on voit ici. Alors j'espère qu'on le verra à l'écran. Voilà, je vais l'éclaircir un peu, comme ça révèle vraiment le bruit. Maintenant on va jouer sur Deep Prime. Donc là on voit Deep Prime, on a une loupe. Tout se travaille ici. Voilà. Deep Prime ne se voit pas ici. Il ne se voit que à l'enregistrement final de la photo. Donc voilà, on prend notre petite loupe et on vient la positionner où on veut. Voilà, dans la photo. Si je veux voir au niveau des cornes, si je veux voir au niveau de l'arbre, si je veux voir ici dans le verre derrière, peu importe. Et là, j'ai juste à cliquer sur Deep Prime. Voilà, 1, 2, voilà. En gros, allez, moins de 3 secondes, j'ai le résultat qui est nickel. Voilà. On n'a pas une photo qui a plus de bruit, mais le bruit est hyper propre, hyper bien géré. Et là, c'est 12 800 ISO sur une photo que j'ai éclaircie volontairement pour augmenter le bruit, pour, on va dire, l'abîmer un peu plus. C'est voilà, juste incroyable. Voilà, on récupère des fois beaucoup de détails, ça affine les choses, la gestion du bruit est vraiment bien gérée. Je pense qu'ils ont dû améliorer un peu Deep Prime, le rendre un peu meilleur que sur la version 4. Mais bon, je ne vois pas une grosse différence pour l'instant. Ce que je vois en différence, c'est qu'effectivement, c'est plus rapide. Voilà. Je ne veux pas dire que je clique et je vois le résultat de suite, mais pas loin. Donc là, bon, j'ai un ordinateur qui va un peu vite, donc ça va. Sur mon portable, il faudrait que je vois ce que ça donne. Il faut savoir qu'au Danemark, on s'est servi de mon logiciel DxO Photolab pour se faire une petite matinée où on a parlé de post-traitement. J'ai voulu enregistrer des photos et en même temps mettre la fonction Deep Prime. Mon ordinateur portable, il est en PLS. Voilà, bon après il faut savoir que c'est un Asus de base, les trucs à 600 balles, ça vaut pas grand chose. Donc il faut quand même post-traiter avec un ordinateur plus sérieux. Voilà. C'est pas quelque chose de chiant en fait. Voilà. Moi je clique, j'ai le résultat 1, 2, 3 secondes après, voilà, c'est pas un souci. Et ça va quand même assez vite. Hein. Franchement, moi je dis 3 secondes, mais bon, c'est plus 2 secondes ou 1 seconde et demie que 3 secondes. Mais voilà. Et là on peut voir la puissance quand même du logiciel. Hein. Franchement, c'est assez hallucinant. Et d'autant plus quand on enregistre le fichier, quand on voit ça sur toute la photo,
ah bah c'est sûr que c'est plus la même chose. Là, vraiment, on enlève le bruit. Moi, j'enlève le bruit de photos que j'ai prises il y a plus de 10 ans avec un Nikon D200 où on ne pouvait pas trop dépasser les 400-800 ISO. Des photos de sport que je rends potables alors qu'à l'époque, je ne pouvais même pas les montrer parce que c'était trop bruité. Donc c'est dire les possibilités grâce au logiciel. Donc voilà, au niveau des nouveautés, hein, je ne vais pas présenter le logiciel de façon hyper complète non plus. C'était histoire de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc avant de vous dire ce que j'en pense, on va parler du prix. Donc il y a plusieurs options disponibles. Alors c'est un peu plus compliqué qu'avant avec DxO. Avant l'offre était un peu claire, maintenant c'est pas nébuleux, mais c'est un peu plus complexe. Et les prix ont augmenté. Donc DxO Photolab 5, c'est le logiciel de post-traitement. Il y a deux versions, la version Elite et la version Essential. Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser la version, on va dire, Essential, parce que on n'a pas tous les outils. Et tous les trucs intéressants en fait, on va dire de DxO Photolab. On a 90% des outils, mais les 10% manquants, c'est peut-être les plus importants. Donc clairement, je vous déconseille la version essentielle. C'est sûr que ça fait quelques économies de quelques petites dizaines d'euros, il n'y a pas une grosse différence de prix, mais prenez la version Elite. Voilà. On a des logiciels qui sont aussi des plugins qui s'intègrent à DxO Photolab 5. Donc quand on le prend, ça se rajoute dedans. Donc on n'a plus besoin d'ouvrir le logiciel à part de DxO Finpak par exemple. Donc ça c'est un logiciel qui permet de faire des filtres. Voilà. Alors il y a beaucoup de noir et blanc, beaucoup de choses avec l'argentique. Ils ont fait quelque chose avec l'histoire, des photos de l'histoire en noir et blanc pour essayer de faire un copier-coller avec ces photos d'aujourd'hui, pour faire le style de tel photographe à telle époque et tout. Alors je trouve ça marrant sur le principe, mais bon, moi ça m'intéresse pas du tout, donc je ne l'ai pas pris. J'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça. J'ai DxO Filmpack 5 qui permet déjà de faire pas mal de choses. Ça me suffit. DxO Viewpoint, c'est pour redresser les perspectives, pour travailler sur les volumes, les déformations, tout ça. Donc ça c'est super utile si on fait de la photo d'architecture. Voilà, maintenant si vous faites que de la photo animalière ou de la photo de portrait, tout ça, je pense que ça n'aura pas forcément d'intérêt. Mais bon, voilà, c'est pas le plugin le plus cher, et il est plutôt cool, et pareil, il s'intègre à DxO Photolab. Je ne vous vois pas le logiciel pour traiter mes photos. Pure RAW, ça c'est le petit dernier qui permet aux gens qui n'ont pas DxO de traiter les RAW avec les fonctionnalités intéressantes de DxO. Donc j'avoue que bon, je pense que ce logiciel a été créé pour donner envie aux gens d'acheter DxO. Si vous êtes sur un autre logiciel, que vous vous posez déjà la question de savoir si vous le gardez ou pas, et que DxO vous intéresse, partez directement sur DxO Photolab, il n'y a pas besoin de pure RAW, voilà. Si vous avez besoin de cette étape, faites-le, mais sinon, il n'y a pas, franchement, partez sur DxO Photolab. Il y a une version d'essai, 30 jours, testez-la. Et on a la Nik Collection qui a été rachetée à Google. Donc la Nik Collection, c'est un peu comme Filmpack, en plus puissant, parce qu'il y a beaucoup plus de filtres, il y a beaucoup plus de logiciels à intégrer, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de possibilités créatives. Donc à choisir entre celui-là et celui-là, déjà, prenez la Nik Collection, clairement. Voilà. Donc là, c'est pareil, je ne l'ai pas parce que je n'utilise pas ces trucs-là. Voilà, la Nik Collection, c'est un peu le Luminar de DxO. Hein. Donc bon, voilà, Luminar, maintenant vous savez ce que j'en pense, parce qu'il y a une vidéo qui marche bien, où j'ai pas mal de haters d'ailleurs, qui viennent me voir de temps en temps dans les commentaires. Voilà, je suis pas fan de ce logiciel-là, et je suis pas fan de ces possibilités créatives qui sont plus ou moins fake, voilà. Mais ça peut être intéressant, donc je ne peux pas cracher dessus, mais moi ça m'intéresse pas. Voilà. Donc voilà, clairement, achetez la version DxO Photolab 5 en version Elite. Voilà. Si vous devez l'acheter, c'est en version Elite. Donc là, pour l'instant, jusqu'au 14, c'est voilà, 165 €. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Après, il faut rajouter Filmpack si ça vous intéresse, ou au moins Viewpoint. Et Viewpoint est à 50 €. Donc bon, voilà, il y en a pour 200 balles l'ensemble. Et après, DxO, là, ils vous proposent aussi, pour une durée limitée, hein, mais bon, ils font des promotions un peu toute l'année, un peu pour n'importe quelle occasion. Moi, à l'époque où je l'avais acheté, il y avait même eu une offre Saint-Valentin. Bon, pourtant, on n'associe pas les amoureux avec un logiciel de post-traitement, mais bon, comme quoi. Donc voilà, pour 260 balles, vous avez Photolab plus Filmpack si ça vous intéresse les filtres, ou sinon le kit, ce que j'avais acheté à la base, pour 289 € au lieu de 437, donc ce qui est quand même une belle affaire. Voilà, moi j'en avais eu pour un peu plus de 200 €, je crois 230 € à l'époque où je l'avais acheté. Donc ils ont augmenté un peu leur prix. Bon, après tant mieux, hein, parce que si ça marche, il n'y a pas de raison qu'ils n'augmentent pas les prix, ils font quelque chose de qualité. Ouais, il faut savoir que c'est une licence à vie. Voilà, quand vous achetez les logiciels ou les plugins, vous les avez pour tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de les faire évoluer. Sauf que, évidemment, l'intérêt de DxO, c'est chaque année de sortir une nouvelle version avec des nouvelles fonctionnalités qui vont vous faire envie. Voilà. Mais par contre, vous ne payez que la mise à jour.
Donc moi j'ai fait la mise à jour de DxO Photolab, je l'ai payé 69 euros. Voilà, donc c'est quand même un budget. Mais je trouve que 70 euros par an pour un logiciel, c'est pas si cher que ça si on l'utilise tout le temps. Voilà. Et surtout que j'ai aucune obligation. Moi je suis passé à la version 5, plus pour mes cours photos que pour moi. Parce que moi, elle m'apporte rien de spécial. Vraiment. Tout ce que je faisais dans la version 4 me suffisait largement. Donc on va en venir à la conclusion. Donc faut-il acheter la version 5 de DxO Photolab? Et bien la réponse est oui ou non. Et je vais expliquer pourquoi. Alors si vous n'avez pas DxO, si vous avez une version ancienne de DxO, la 1, la 2 ou la 3, franchement, passez à la 5. Voilà. Là, elle va vous apporter quand même pas mal de trucs qui sont géniaux, une meilleure ergonomie, un logiciel plus rapide, plus efficace. Pour moi, il n'y a même pas à réfléchir, faites-le. Donc si vous avez la version 3, la mise à jour à 69 euros ou 79 marche, mais si vous avez la 1 ou la 2, je crois que ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que bon, on n'est pas obligé de faire les mises à jour, mais si on ne les fait pas, il y a un moment, DxO nous refait passer à la casse. Hein. En même temps, c'est dans leur intérêt. Mais bon, voilà, si vous arrêtez de payer DxO, vous ne perdez pas le logiciel, vous ne perdez pas ce que vous avez fait avec vos photos, comme c'est le cas avec Lightroom. Voilà, si vous arrêtez l'abonnement, bah, c'est fini, hein, voilà, c'est tout. Tout ce que vous avez fait, vous n'avez plus que les JPEG et tout le reste, vous allez être obligé de tout refaire. Si vous passez sur DxO après, bah, à chaque fois que vous allez ouvrir un RAW, il n'y aura pas les informations de Lightroom, du coup vous repartez à zéro. Voilà. Alors c'est pas forcément gênant parce que moi par exemple je suis passé de Lightroom à DxO, de toute manière quand je reprends un RAW de l'époque Lightroom, je refais tout à zéro. Et je referai tout à zéro, même si je pouvais garder tous les réglages que j'avais fait sur Lightroom. Parce que je suis plus satisfait par DxO que Lightroom. Donc voilà, si vous avez une version antérieure ou si vous ne connaissez pas ce logiciel, téléchargez déjà la version d'essai, déjà de base. Vous allez voir toutes les fonctionnalités, vous aurez presque tout. Ça vous donnera une belle vision de ce logiciel et de ce qu'il peut faire. Si vous voulez être sympa avec moi, vous prenez le cours photo post-traitement qui dure 3 heures, on le fait en visio. Je vous montre tout le logiciel, les possibilités, on peut post-traiter des photos à vous. Et là, vous pouvez juger encore mieux la chose ou l'intérêt de passer sur DxO ou pas. Voilà, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont fait ce cours avec moi, qui avaient Lightroom et qui sont passés sur DxO. Donc bon, je suis peut-être un bon vendeur, hein, mais bon, pourtant je touche aucune commission. Hein. D'ailleurs, je refais appel à DxO, hein, faut m'appeler hein, les gars. Voilà, non, je touche pas de commission, j'ai pas d'intérêt particulier. J'aime vraiment ce logiciel. Voilà, c'est une boîte française, c'est un truc français qui marche bien. Ben, pourquoi pas les valoriser, les favoriser, moi ça me dérange pas sur le principe. J'ai jamais fait de pub sur Lightroom quand j'étais sur Lightroom parce que c'était ce que j'avais de mieux à me mettre sous la main, parce que moi je l'aimais pas. DxO, voilà, pour l'instant, jusqu'à la version 5, je suis convaincu qu'ils ont fait du bon boulot et que c'est le bon logiciel pour moi et pour beaucoup de gens. Donc ça me dérange pas de faire leur promo gratuitement. Mais bon, faut pas prendre l'habitude de ça quand même, DxO, déconnez pas. Donc pour les personnes qui ont la version 4, je pense que l'intérêt est très limité de faire la mise à jour. Sauf s'il y a vraiment un truc en plus, les mots-clés, les champs IPTC, ou si vraiment Deep Prime est lent sur votre ordinateur et que vous voulez gagner 2-3 secondes avec ça, cette mise à jour, mais ça me paraît limité. Moi, voilà, comme je l'ai dit, hein, si c'était pas pour parler de ce logiciel, le présenter, parce que je sais que les gens vont acheter parfois la dernière version pour avoir la même version que mes élèves, je n'aurais pas fait cette mise à jour. Voilà. Cette année, pour le coup, il n'y avait pas un outil qui me fait dire « Ah mais il fallait absolument que je l'ai ». L'année dernière, le Deep Prime à lui seul me convainquait de passer à ce logiciel. Voilà. Juste pour Deep Prime, je suis passé à DxO Photolab 4. Aussi pour mes cours, hein, bien sûr, mais rien que pour cet outil, parce que cet outil est juste exceptionnel. Mais voilà, si vous avez la version 4, je pense que c'est pas obligatoire et je ne pourrais même pas forcément vous le conseiller. Tout comme si vous n'utilisez pas plus que ça les filtres, passez à la Film Pack 6, ça n'aura pas plus d'intérêt. Si vous n'utilisez pas les filtres, vous ne les utiliserez pas plus parce qu'il y aura plus de choix. Viewpoint, de toute façon, ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis à jour, donc bon voilà, ce sera peut-être l'année prochaine. Voilà, si vous avez une version récente, à mon avis, vous pouvez vous passer de cette mise à jour et de ces coûts supplémentaires. Et ne payer que l'année prochaine parce que l'année prochaine, il y aura peut-être un gap ou il y aura peut-être des trucs encore plus intéressants. Donc le seul truc qui est dommage, c'est par contre, c'est qu'on ne peut plus acheter la version 4. Maintenant, c'est soit la version 5, soit il n'y a rien d'autre. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, ils préfèrent un petit prix dessus, histoire d'inciter les gens à passer à DxO pour ensuite les forcer un peu à faire la mise à jour. Mais je comprends qu'ils veuillent montrer que la dernière version, le dernier truc qu'ils font. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Sinon, si c'était moins cher, genre à 99 €, je vous conseillerais à fond, il y a 200%, de partir sur DxO Photolab 5. 4. C'est une connerie.
Parce que là, ça serait vraiment une super affaire. À moins qu'il y ait des nouveautés qui vous plaisent particulièrement dans la version 5, ne partez pas dessus. Franchement, à mon avis, la 6 vaudra le coup, mais la 5, c'est pas crucial. Voilà. Maintenant, si vous êtes pro, si vous utilisez beaucoup le logiciel, donc du coup, vous avez souvent besoin de d'e-prime, de gagner du temps. Voilà, gagner sur 100 photos 3 secondes, c'est gagner 300 secondes. Ça, accumulé dans l'année, ça peut faire beaucoup de temps à récupérer à la fin. Rien que pour ce petit calcul de d'e-prime qui se fait plus rapidement. Donc voilà, écoutez, j'en finis avec cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue, j'espère que vous avez apprécié mon avis, j'essaie d'être toujours sincère et à peu près juste dans ce que je dis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop chiant. Voilà, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, me poser vos questions, me dire si vous voulez une vidéo qui soit un peu plus longue, un peu plus détaillée encore sur DxO Photolab 5. Voilà, j'espère que ça aurait été utile pour vous, que mon avis est sincère et que j'essaye d'être juste vous plaît. Pareil, dites-le, hein, n'hésitez pas, hein, faites-moi des retours sur la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, que ce soit photo, logiciel, drone, voilà, je ne sais pas encore. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez prévenu des nouvelles apparitions de vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!